Donc, le premier changement dont on va parler, c'est ce dont Laurent a parlé tout à l'heure, le fait que quand vous lancez une requête maintenant, si vous n'avez pas besoin de compter le nombre de résultats qui matchent la requête, potentiellement on peut les retourner de façon beaucoup plus rapide. Donc là, par rapport à la présentation de Laurent, on va dans l'ordre inverse, on parle des résultats en premier et après on va aller à comment ça fonctionne. Et du coup, il y a des benchmarks qui sont lancés toutes les nuits, côté Lucene, pour savoir à peu près comment est-ce que la rapidité de nos requêtes évolue avec le temps. Et le but principal de ces benchmarks, c'est de se rendre compte de quelque chose qui est assez fréquent, c'est-à-dire qu'à force d'ajouter des layers au-dessus de layers existants, etc., on finit par ralentir un petit peu certaines requêtes, et c'est quelque chose qu'on a envie de suivre. Dans plein de cas, il y a des bonnes raisons de rendre certaines requêtes un petit peu plus lentes, parce qu'on ajoute plus de flexibilité, ça a plein de sens et on est OK avec ça. Mais on veut savoir quand ça arrive, de sorte que quand ça arrive, c'est un choix, et pas quelque chose qui arrive malencontreusement sans qu'on soit au courant. Et du coup, après avoir activé cette optimisation dont le développement avait commencé plus d'1 an auparavant, on s'est rendu compte qu'on avait ces améliorations, donc avec des fuzzy queries 28% plus rapides, et jusqu'à des term queries qui étaient jusqu'à, donc du coup, si je ne dis pas de bêtises, 30 fois plus rapides. Alors comment ça marche? Donc Magic Wand, c'est un jeu de mots, parce que ça veut dire baguette magique en anglais, mais surtout Wand, en recherche d'information, le domaine scientifique de la recherche d'information, c'est-à-dire weak-end. Et en fait, c'est un mécanisme par lequel quelque chose qui est initialement formulé comme une disjonction, par exemple Elasticsearch or Kibana, va progressivement se trouver transformé en quelque chose qui ressemble beaucoup plus à une conjonction Elasticsearch et Kibana, parce qu'on se rend compte qu'en fait, que si vous avez un document qui matche uniquement l'un des deux termes, en fait, il n'y a aucune chance d'être compétitif, parce qu'on a suffisamment de documents qui contiennent les deux termes et qui vont systématiquement arriver devant les documents qui contiennent un seul des termes. Donc ça, c'est une explication un petit peu simplifiée. Mais du coup, là, on a un exemple. Si on cherche Elasticsearch ou Lucene, ou Lucene, ça ne change rien, on a un score max qui est disponible. Ah oui, pardon, n, ce n'est pas un opérateur ici, c'est un mot qui est recherché. On a un score maximum qui est connu pour chacun des termes. Et à partir de là, on va être capable de faire des choses plus ou moins intelligentes pour trouver des hits. Donc là encore, c'est une explication au niveau, mais du coup, à partir du moment où on connaît ces scores maximum, qui sont faciles à calculer, en fait, parce que dans l'index, la formule du score, ça ressemble à quelque chose, IDF fois un facteur, qui en gros a une limite supérieure qui est une constante. Et cet IDF, il est défini pour tout l'index. Il ne va pas changer d'un document à l'autre, ça sera le même. Pardon, je n'ai pas précisé. C'est Inverse Document Frequency, c'est le composant le plus important du score, celui qui va dire qu'un terme qui est rare va créer des scores qui seront élevés, alors qu'un terme qui est fréquent, a priori, il a moins de valeur, donc il va créer des scores plus faibles. C'est la raison pour laquelle end, qui est un mot assez fréquent en anglais, va avoir un maximum score de 1, alors que Elasticsearch et Lucene, qui sont plus rares, vont avoir des scores max de 3 ou 5. L'exemple est inventé, ça ne correspond pas à un index réel, mais c'est toujours comme ça que ça se passe dans la pratique, c'est que les mots rares vont avoir des scores plus élevés que les mots qui sont fréquents. C'est comme ça qu'on trouve les documents les plus pertinents. Et du coup, à partir du moment où on a ces informations, déjà, on peut se rendre compte de quelque chose qui est intéressant. C'est-à-dire que si vous avez, au fur et à mesure que vous collectez des documents, le score minimum dont vous avez besoin pour qu'un hit devienne compétitif, il va augmenter au fur et à mesure du temps. D'accord ? Au début, vous n'avez aucun hit, donc tous les hits sont compétitifs. À partir du moment où vous cherchez les top 10, à partir du moment où vous avez 10 hits, vous savez que le score du 10e, c'est le score minimum qui est intéressant pour qu'un hit prenne la place, finalement, d'un de vos hits temporaires les meilleurs. Et du coup, tant que votre score minimum qui est requis pour qu'un hit soit compétitif est inférieur à 1, en fait, n'importe quel hit compte, parce que même un document qui contient uniquement end va être compétitif. Par contre, à partir du moment où le score va augmenter, là, il va se passer des choses intéressantes. C'est-à-dire que si vous avez un score minimum qui est supérieur à 1 et inférieur ou égal à 4, un document qui contient uniquement end, il n'a plus aucune chance d'être compétitif. Donc en fait, ça ne sert à rien. Donc on continue à lancer la requête comme end or Elasticsearch or Lucene. On peut déjà commencer à faire quelque chose de plus intelligent avec une requête qui va ressembler finalement à Elasticsearch or Lucene or end. D'accord ? C'est-à-dire que le end, là, il devient complètement optionnel. Il n'y a plus besoin que le end match pour que la requête match. Et ainsi de suite, jusqu'au moment où on arrive au moment qui est le plus intéressant, c'est quand le score devient supérieur à 4. Et là, ça devient intéressant parce que ça veut dire que si vous avez besoin qu'un hit, si vous voulez qu'un document soit dans vos top hits, alors il est indispensable qu'il contienne Lucene. D'accord ? Ce qui fait que vous n'avez plus du tout besoin de regarder les hits qui contiennent Elasticsearch ou end.
vous continuez de regarder uniquement pour le scoring, c'est-à-dire que si vous trouvez un nouveau document qui contient Lucene, vous allez regarder s'il contient les autres termes pour calculer son score, parce qu'on veut que le score soit calculé de la même façon pour tous les documents, mais c'est plus nécessaire pour avoir un hit qui est compétitif. Donc là, encore une fois, l'explication est un petit peu simplifiée, mais c'est quelque chose... c'est des informations qu'on peut utiliser pour rendre les requêtes beaucoup plus rapides quand vous ne calculez pas les top hits. Alors, ça ne marche pas dans tous les cas, parce que comme je disais, l'intérêt de cette optimisation, c'est qu'elle vous évite de parcourir tous les documents qui matchent. Donc ça marche uniquement quand vous cherchez uniquement les top hits pour une requête, mais si vous avez une utilisation un petit peu plus avancée, par exemple si vous faites des agrégations ou si vous avez besoin de compter le nombre total de hits exact d'une requête, et bien dans ce cas-là, l'optimisation est désactivée parce qu'il y a forcément besoin de visiter tous les matchs de la requête. Il faut que je me mette au centre, c'est ça? C'est bien. Alors ça, c'est un changement qu'on ne pouvait pas intégrer sans casser la compatibilité. Et donc ce qui se passe, c'est que si vous utilisez Elasticsearch 6, vous avez des réponses qui ressemblent à peu près à ça. Avec, pour chaque réponse, vous avez un total qui est calculé à chaque fois de façon exacte. C'est un nombre. Et bien en fait, ça a été remplacé par un objet où en fait, on va vous dire le nombre de hits est soit égal à cette valeur, soit supérieur ou égal à cette valeur. C'est-à-dire à partir du moment où j'avais collecté tant de hits, j'ai arrêté de compter parce que je suis parti du principe que c'était plus utile. Et ce threshold à partir duquel on arrête de compter, c'est quelque chose qui est configurable de votre côté. Par défaut, c'est 10 000, si je ne dis pas de bêtises. Et en gros, plus vous mettez cette valeur basse, plus vos requêtes vont être rapides parce que c'est-à-dire que Lucene, enfin Elasticsearch et du coup Lucene en dessous, vont être capables de se dire ah bah tiens, à partir de là, j'ai plus besoin de visiter tous les matchs, je peux commencer à utiliser l'optimisation et peut-être que j'ai plus besoin de regarder que les documents qui contiennent Lucene parce que les autres, leur score m'importe, mais ils n'ont plus besoin de matcher pour que le hit soit compétitif. Donc ça, c'est pour les optimisations pour les top hits. Peut-être que je vais vous laisser la possibilité de poser une ou deux questions à la fin de chaque section. C'est plus facile qu'à la fin. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Quand même, ouais, on va tester. Parce qu'on utilise du scroll, par exemple, de recherche de scroll. Ouais. On s'appuie parfois sur le total. Est-ce que ça peut avoir un impact sur le fait de scroller par rapport à un total? Alors, la plupart des gens qui scrollent, je ne sais pas si c'est ton cas, quand ils scrollent, ils vont vouloir voir tous les résultats. Et assez souvent, c'est pour des... C'est pas du top, c'est pour des... qu'on appelle ça? Des calculs automatisés. C'est pas un humain qui fait la requête, c'est pour une machine. On a une requête dont on veut voir tous les résultats pour faire des calculs dessus, par exemple. C'est peut-être ton cas. Et dans ce cas-là, en fait, à partir du moment... Dans ce cas-là, tu as aussi besoin de visiter tous les résultats et du coup, on désactive l'optimisation parce que... Tu vas... Alors, je ne sais plus si on l'affiche par défaut, mais tu peux le demander et ça n'aura aucun impact niveau performance parce que de toute façon, tu as besoin d'aller voir tous les résultats. Et s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à la suite. Alors, quelque chose qui est intéressant aussi, qui a été amélioré récemment, c'est le support des shapes, des geoshapes dans Lucene et Elasticsearch. Donc là, on a un petit historique. C'est quelque chose qu'on a supporté depuis très longtemps, l'indexation de shape géographique dans Elasticsearch. Est-ce qu'il y a des utilisateurs de cette fonctionnalité ici? Alors s'il n'y en a pas, je vais passer assez rapidement, mais quand même en parler parce que c'est intéressant. La chose importante à savoir, c'est qu'historiquement, dans Lucene, il y avait une seule façon de chercher de l'information, c'était qu'on avait un index inversé. Il y a une petite révolution en Lucene 6, donc Elasticsearch 5, c'est que Lucene a ajouté le support d'une autre structure de données, le KD-tree, pour chercher des données en Lucene. Et c'est une structure de données qui ressemble beaucoup plus aux B-tree que vous pouvez connaître, qui sont utilisées par MongoDB et les bases de données relationnelles de façon générale. Et l'intérêt, c'est que pour un certain type de données structurées, par opposition aux données full text, ça a des performances qui nous intéressent. Et à partir de la version 6 de Lucene et donc 5 d'Elasticsearch, vu qu'on a commencé à utiliser Lucene 6 dans Elasticsearch 5, on a commencé à utiliser ces KD-tree pour chercher un certain nombre de données, notamment les données numériques, les geopoints et les geoshapes. Les geoshapes en particulier, c'est quelque chose qui est arrivé le plus récemment, à partir de la version 6.7. Et les KD-tree, en fait, c'est quelque chose qui permet d'indexer des données multidimensionnelles. Donc, dans le cas à une seule dimension, c'est simple, c'est des nombres. C'est comme ça qu'on indexe les nombres depuis Elasticsearch 5.
Les geopoints, c'est 2 dimensions, d'accord, une latitude, une longitude. Alors les geoshapes, c'est un peu plus compliqué, on a 7 dimensions. Je peux expliquer rapidement pourquoi, ça peut paraître pas très intuitif au début. Mais c'est que pour que la recherche soit efficace, quand on a une shape qui est potentiellement très complexe, on peut avoir des millions de... Comment on appelle ça en français? Vertices. Pardon. On peut avoir des millions d'arêtes à notre polygone, et on a besoin de l'indexer d'une façon qui soit facile à organiser et après à rechercher. Et la façon dont ça fonctionne, c'est qu'en fait, on va découper cette forme géographique en un certain nombre de triangles. Et c'est ces triangles qu'on va indexer. Et indexer un triangle, c'est pas facile, parce que ça a une forme qui est... comment dire? Là, le type de requête que les KD-tree supportent facilement, c'est les range queries. C'est-à-dire, je veux trouver tous les objets qui ont les valeurs de cette dimension-là entre x et y, et les valeurs de cette dimension-là entre a et b. Et un triangle, c'est pas très adapté à ce genre de choses. Donc ce qui se passe en fait, c'est que quand on indexe un triangle, plutôt que d'indexer uniquement le triangle, on va indexer le triangle et le plus petit rectangle qui contient ce triangle. D'accord? Et du coup, cette dimension, pourquoi? Parce qu'on a besoin de 4 dimensions pour indexer le rectangle, le plus petit rectangle qui contient le triangle, et après on a besoin de 3 dimensions supplémentaires pour savoir exactement comment est-ce que le triangle s'inscrit dans le rectangle. Sachant qu'il y a, ça c'est intéressant, il y a pas mal de possibilités différentes, mais du coup avec 3 dimensions supplémentaires, on est capable d'encoder cette information. Et au moment de la recherche, on va utiliser uniquement les 4 premières dimensions, celles de la box qui entoure le triangle, pour vraiment savoir quels sont les triangles sur lesquels il faut se focaliser. Et après, quand on arrive à un nombre suffisamment petit de triangles pour pouvoir faire, pour que la recherche soit efficace, on va aller inspecter ces triangles un par un pour savoir si la requête match. Sachant qu'on supporte pas mal de requêtes. C'est-à-dire, à partir d'une requête qui peut être une autre shape, un polygone, une box, un point, n'importe quoi, on peut dire trouve-moi toutes les shapes qui ont une intersection non nulle, qui contiennent complètement ma requête, qui sont contenues par ma requête, qui croisent ma requête sans être contenues ni la contenir complètement, etc. Il y a pas mal de possibilités, c'est assez flexible. Alors là, je sais pour sûr que cette slide est légèrement mensongère parce que la précision, c'est pas un millimètre, c'est plutôt de l'ordre du centimètre. Mais c'est quand même intéressant à regarder par rapport à ce qui se faisait avant, où si on voulait être capable d'indexer des shapes relativement arbitraires, on ne pouvait pas le faire sans y passer énormément de temps ou énormément de disques, sans avoir une précision qui était plutôt de l'ordre de 50 mètres. De façon générale, ça se comporte beaucoup mieux. Alors ça, c'est l'exemple d'un benchmark, il y en a plusieurs qui ont été faits. Les chiffres ne sont pas toujours exactement les mêmes, mais ça, en général, c'est entre 50% de mieux et plusieurs fois mieux, qu'on parle à la fois de la taille de l'index, de la vitesse d'indexation et de la vitesse des queries, des requêtes. Le plus impressionnant, en général, c'est surtout sur la vitesse d'indexation, où on a des datasets qui prenaient des journées entières à indexer avant, qui prennent maintenant 1 heure ou 2. Changes API, alors ça, il n'y a pas de slide. C'est juste pour dire que c'est une fonctionnalité qui a été demandée depuis assez longtemps et on pense qu'en 7.x, on va enfin être capable de le faire. Donc Changes API, c'est la capacité de s'abonner aux changements qui sont faits, qui sont apportés à un index Elasticsearch. D'accord ? Pour être capable de faire des traitements. Donc c'est-à-dire que vous allez être capable d'avoir un flux de données qui va vous dire tel document a été ajouté, tel document a été mis à jour, tel document a été supprimé, et faire des traitements là-dessus. Donc c'est quelque chose qu'on a dans les plans. On ne sait pas exactement encore comment ça sera exposé, donc c'est pour ça que je ne veux pas trop en parler non plus. Mais c'est quelque chose qui va venir. On espère en 7 points quelque chose, mais c'est pas encore sorti. Et non, c'est loin d'être fini de développer et faut pas que ça soit considéré comme... ne venez pas me voir, Adrien, tu avais promis que ça serait en 7.x, si jamais on sort la 8.0 et que c'est toujours pas sorti. C'est une estimation, on n'en est pas encore au stade de la promesse. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on vient de discuter? Oui, j'avais pas. Donc, GeoShape, on a dit que personne en utilisait, donc je pense qu'il n'y a pas de questions. Changes API, on a une question. Quand est-ce que ça sort? Et la réponse, c'est on ne sait pas, on espère SATX. Du coup, on va passer à la suite. Zen2. Alors, pourquoi Zen2? Parce qu'avant, ça s'appelait Zen. Et on a cherché des nouveaux noms, on avait des idées un petit peu originales, mais qui ne plairaient pas forcément à tout le monde. On a fini par décider que Zen2, c'était une bonne idée, que les gens comprendraient de quoi ça parlerait. Donc Zen, c'est le nom de l'algorithme de consensus distribué d'Elasticsearch. Et pour la meilleure façon d'expliquer Zen2, c'est d'expliquer d'où on vient, c'est comment fonctionnait Zen. Et le paramètre principal de Zen, c'était la capacité de dire
voici mon cluster. Pour qu'il soit capable d'opérer, j'ai besoin qu'il y ait au minimum, donc dans ce cas-là, 2 nœuds master qui soient disponibles. Et s'il n'y en a pas 2, c'est-à-dire qu'on est peut-être en train de subir ce qu'on appelle un split brain, c'est-à-dire qu'on a la moitié d'un cluster qui ne peut pas communiquer avec l'autre. Et dans ce cas, le mieux, c'est de commencer à refuser les écritures, parce que sinon, on peut commencer à avoir 2 clusters qui vont diverger en termes de données. Et le jour où ils vont être capables de communiquer à nouveau entre eux, ils vont être pas capables de réconcilier ces données. Parce que potentiellement, on va avoir 2 documents avec le même identifiant qui vont avoir un contenu différent. Et il n'y a pas de manière automatique dont on peut résoudre ce genre de conflit. Et du coup, pour pas que ça arrive, la façon dont il fallait configurer le minimum master node, c'était de dire, voilà, j'ai 3 nœuds master dans tout mon cluster, j'ai 10 nœuds, dont 3 masters. La bonne valeur du minimum master node, c'est on divise par 2 plus 1. Comme ça, on est sûr que si jamais le cluster est coupé en 2, quel que soit le nombre de nœuds qu'il y a de chaque côté, le côté majoritaire va pouvoir continuer à être opéré, et l'autre côté minoritaire va se rendre compte qu'il n'a pas assez de nœuds master pour continuer à opérer. Du coup, il va refuser les écritures. Il sera toujours disponible en lecture, en donnant dans les réponses des requêtes des informations pour dire attention, il y a ces shards dont je n'avais pas le contenu, par exemple, parce qu'ils sont de l'autre côté qui n'est pas visible. Et à partir du moment où ils vont se revoir, les nœuds vont pouvoir recommuniquer avec le cluster qui a continué à recevoir des updates. Ils vont demander la différence pour savoir ce qu'ils ont manqué, et tout va rentrer dans l'ordre. Alors, le problème, c'est que c'est facile de mal utiliser Zen, et on l'a vu plein de fois avec des utilisateurs et des clients, donc il y a 2 cas en fait. Il y a le cas, l'utilisateur commence à utiliser Elasticsearch, il n'est pas du tout familier avec cette particularité de Elasticsearch, et il oublie complètement de setter le setting dans la config. Du coup, par défaut, je crois que la valeur est 1, ce qui fait que vous êtes... comment dire, il n'y a aucune raison que vous ne soyez pas sujet à un split brain un jour ou un autre. D'accord ? Et vous allez avoir des pertes de données. L'autre chose qui se passe, c'est vous avez un certain nombre de master nodes, 3 avec un minimum master node à 2, c'est parfait, et vous mettez à rajouter un master node, soit exprès parce que vous avez prévu d'augmenter votre capacité de master node, mais dans ce cas, est-ce qu'on change le setting avant ou après, c'est pas facile, soit par erreur. D'accord ? Quelqu'un a démarré un nœud en développement en pensant être le développement, alors qu'en fait c'était la prod, c'est un nœud master, on s'est retrouvé avec plus de master que prévu, il y a une partition au même moment, manque de chance, et on a potentiellement une perte de données. Donc ça, c'est des problèmes qu'on voulait résoudre. Et ce setting, il a disparu de la configuration maintenant. Ce qui se passe, c'est qu'à partir de Zen2, c'est un nombre qui est calculé automatiquement à partir du nombre de nœuds masters que vous avez dans votre cluster. D'accord ? Il va dire, par exemple, s'il y a 3 masters, j'ai besoin d'avoir un minimum master node à 2. S'il y a 7 masters, j'ai besoin d'avoir un minimum master node à 4. Et ce setting est remplacé par un nouveau setting qui s'appelle Initial Master Nodes, qui en fait va constituer la liste initiale des master nodes à considérer. D'accord ? Donc la liste des master nodes, c'est quelque chose qui est géré maintenant uniquement côté cluster. Ainsi, on appelle ça en fait une configuration de vote. Une configuration de vote, c'est 2 choses. C'est la liste des nœuds qui peut participer au vote, et c'est le nombre minimum de nœuds dont on a besoin d'avoir une réponse pour que le vote soit validé. Et du coup, c'est quelque chose qui a besoin de setter uniquement au moment où on démarre un nœud. On appelle ça le bootstrapping. Et à partir du moment où le nœud a rejoint le cluster, il n'y a plus rien à faire. La configuration de vote va être gérée automatiquement par le cluster. Ah. Alors, ce qui est intéressant avec le développement de Zen2, c'était qu'au fur et à mesure des années, Elasticsearch a été commencé il y a très longtemps, hein, ça date d'environ 2010, on avait pu accumuler un certain nombre d'informations sur des cas dans lesquels Zen, on appelle ça un failure mode, c'est-à-dire une certaine situation à laquelle il réagit mal, avec potentiellement une perte de données. Et c'est des choses qu'on a été capable de corriger avec Zen2. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez chercher sur votre moteur de recherche préféré Elasticsearch Resiliency Status Page. Vous allez tomber sur une page qui documente tous ces failure modes d'Elasticsearch historiquement, et donc qui dit, pour tous ceux qui étaient connus, notamment ceux qui sont encore valides, il y en a de moins en moins, et par contre ceux qui ont été corrigés, dans quelle version et comment. Le développement de cette fonctionnalité a été intéressant parce que pour le prouver, on a utilisé ce qui s'appelle des méthodes formelles qui permettent de prouver que l'algorithme utilisé pour gérer
la coordination des nœuds dans l'Elasticsearch est bonne. Alors après, ça ne garantit pas qu'il n'y a pas de bug, d'accord, parce que ça garantit uniquement que l'algorithme est bon, mais après, il y a l'implémentation de l'algorithme à mettre en place et il y a toujours de la place pour des bugs. Mais ça veut dire, ce que je voulais dire en fait, c'est que ça a une fondation théorique plus solide que ce qu'on pouvait faire auparavant. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus ? Ouais, c'est dans la config, dans le elasticsearch.yaml, tu vas aller dire à ton nœud, voici la liste des nœuds auxquels tu te configures au début. Voici une liste dans laquelle il y a au moins un master normalement que tu peux contacter. Une fois qu'il arrive à contacter un de ces nœuds, il va récupérer la configuration de vote, donc la liste des masters actuels, et du coup ainsi que le nombre de votes nécessaires pour que le vote soit validé. Et à partir de ce moment-là, la configuration de vote va être stockée dans le répertoire data. Ce qui fait qu'après, si même on imagine que tu éteins ce nœud et tu le rallumes, il va aller chercher les données qui sont dans le répertoire data, plutôt que d'attendre d'avoir une configuration de vote initiale. Alors après, il y a des choses à savoir aussi. C'est-à-dire que comme on calcule le nombre de nœuds de façon automatique qui ont besoin de donner un vote, par exemple, il faut surtout pas éteindre plus de la moitié des nœuds master du cluster en même temps. Sinon, vous vous exposez à des problèmes. D'accord ? Parce que c'est-à-dire que les nœuds master qui resteront ne seront pas suffisants pour pouvoir faire un vote. Et du coup, toutes les écritures sur le cluster state vont être désactivées. Alors, si vous faites ça, en fait, il faut les éteindre au fur et à mesure. Ou alors, il y a la possibilité d'utiliser des API pour lui dire « modifie la configuration de vote pour retirer ce nœud de la configuration de vote parce que j'ai prévu de l'éteindre ». Et du coup, vous faites, imaginez, imaginez, mais vous avez 15 nœuds master, il y en a 10 que vous voulez éteindre. Vous allez enlever tous ces 10 nœuds de la configuration de vote, ce qui fait qu'après, vous pouvez les éteindre d'un coup si vous avez besoin. Et ça n'aura pas d'impact sur le cluster, parce que la configuration de vote aura déjà été modifiée pour ne dire qu'elle ne contenait uniquement que les 5 nœuds master qui restaient, que vous n'avez pas prévu d'éteindre. Donc ça, c'est des cas qu'on considère... normalement, c'est quelque chose qui n'arrive jamais, hein, le besoin d'éteindre plus de la moitié des nœuds master, tout en même temps. Mais c'est des cas qu'on a quand même prévus. Il y a des possibilités de garder ces données saines. Dans tous les cas, il y a forcément des exceptions, des cas qui sont plus compliqués que d'autres. La raison pour laquelle on est passé à Zen 2 plutôt que Zen 1, c'est qu'on pense qu'il y a les cas dans lesquels il y a besoin d'avoir ce genre d'intervention manuelle, ils sont au final beaucoup plus rares que ce qu'on pouvait avoir avec Zen 1, ou des utilisateurs qui oublient de setter le minimum master node au moment où ils démarrent leur cluster, ou au moment où ils changent le nombre de nœuds master de leur cluster, ou qui ajoutent des nœuds master par erreur. Ça, c'était quelque chose qui était assez fréquent. Le fait d'avoir besoin d'éteindre en même temps plus de la moitié de nœuds master, c'est un événement qui est quand même plus rare. S'il n'y a pas de questions, je vais passer à la suite. Adaptive Replica Sélection. C'est quelque chose que Laurent a commencé à mentionner tout à l'heure. Donc, ce qu'on fait par défaut dans les versions jusqu'à 7.0, c'est qu'en fait, on fait du round robin. C'est-à-dire que les nœuds, d'abord, on calcule la liste des copies disponibles pour un shard. On les ordonne dans un ordre aléatoire. Et à partir de ce moment-là, un nœud coordinateur donné va se dire, quand j'ai besoin de parler avec un shard, je vais interroger la liste de ces shards dans l'ordre. Donc on imagine on a 3 copies du même shard, parce qu'on a un primaire et 2 réplicas pour cet index. Donc pour le shard 0, on va dire d'abord le primaire, après le premier réplica, après le deuxième réplica, ensuite la fois suivante encore le primaire, ensuite le premier réplica, deuxième réplica, etc. C'est ce qui s'appelle round robin. Et ça, c'est un problème qui est que si vous avez une copie de vos données, par exemple dans ce cas-là 2R, qui se met à avoir des problèmes, et le nœud, par conséquent, qui devient plus lent, il peut y avoir plein de raisons à ça. Une raison commune, c'est un disque lent, parce que peut-être qu'il y a un force merge qui est en train de faire sur un autre index, peut-être qu'il y a un problème disque tout simplement, peut-être qu'il y a une garbage collection qui est en train de tourner, peut-être que le nœud physique est utilisé par plusieurs nœuds Elasticsearch à la fois, et un autre nœud. Donc on a bien un seul Elasticsearch qui tourne dans la VM, mais une autre VM qui tourne sur la même machine physique, ce qui fait qu'on a l'utilisation ressources qu'on ne maîtrise pas. Et donc, voilà. Tout à fait. Enfin bref, il y a énormément de raisons qui font qu'un nœud peut devenir plus lent.
temporairement. Et ce qui se passe, en fait, c'est que le nœud coordinateur, donc celui-là sur cette slide, va en permanence garder des statistiques des temps de réponse sur les dernières requêtes qu'il a faites à un nœud. Et s'il se rend compte qu'il y a un nœud qui est de façon constante, plus lente qu'un autre pour un char donné, il va commencer à le requêter de façon moins fréquente. Alors, il ne va jamais arrêter de le requêter complètement, parce qu'on imagine, vous arrêtez de le requêter complètement. Comment est-ce que vous savez quand le problème est résolu? Vous avez besoin de continuer à faire des requêtes pour vérifier de temps en temps est-ce que le problème est résolu ou pas. Mais de façon générale, c'est quand même plus efficace que cet algorithme naïf qui consiste à dire je vais tous les interroger dans l'ordre et tourner quand j'arrive à la fin, quoi. Et dans les benchmarks qu'on a fait, ça produit de très bons résultats, notamment pour des problèmes temporaires du style garbage collection. C'est-à-dire temporairement le trafic va être détourné de ce nœud avant de revenir progressivement au fur et à mesure que la garbage collection majeure aura fini. C'est quelque chose qui est... Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit ici qu'ils n'avaient pas encore upgradé à 7.x, mais c'est une fonctionnalité qui a été ajoutée en 6.1, et il y a eu très peu de bug fixes qui ont été apportés, donc si vous l'activez en 6.1 ou plus, vous allez avoir exactement le même comportement que ce que vous auriez en 7.0 ou plus. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Cross-cluster search, alors ça c'est une fonctionnalité qui a deux cas d'usage. Il y a plein de bonnes raisons de ne pas vouloir mettre plein de nœuds dans le même cluster. La première raison, c'est la topologie au niveau du réseau. À partir du moment où deux nœuds sont dans un même cluster, ils ont besoin de se parler extrêmement régulièrement pour se dire des choses du genre « Salut, est-ce que tu es encore là? Est-ce que je peux compter sur toi ?» D'accord? Et si le nœud répond non, ou alors s'il ne répond pas, ce qui est plutôt ça qui se passe en général, et dans ce cas-là, il va être évincé du cluster et les données qu'il stockait vont potentiellement être répliquées depuis un autre nœud dans le cluster, de sorte que les données soient toujours sauves. Donc si vous commencez à avoir des données que vous avez envie de mettre dans plusieurs endroits géographiques, qui la plupart du temps veut dire qu'il y aura une latence réseau qui sera importante entre deux sites, vous allez avoir envie d'avoir plusieurs clusters. Alors après, comment est-ce que vous faites pour interroger tous ces clusters à la fois? Et du coup, c'est là que le cross-cluster search arrive. C'est un élément de configuration que vous devez mettre dans votre elasticsearch.yml. Vous dites, en plus de ce cluster-là dont tu fais partie, toi, ce nœud-là, il y a d'autres clusters dont tu dois être au courant. C'est-à-dire, par exemple, si vous êtes sur le cluster londonien, il y a aussi un cluster à New York qui est joignable à cette adresse. Voici les nœuds de coordination qui peuvent être utilisés. Et pareil pour le cluster à Tokyo. Et à partir de là, vous pouvez interroger les données. Et je crois qu'il y a une animation, magnifique. Et à partir de là, vous pouvez interroger le cluster London en disant « Je veux interroger non seulement les données de cet index-là du cluster London, mais aussi ces autres données des clusters New York et Tokyo. » Et ça va automatiquement faire la bonne chose. L'autre cas d'usage, donc ça c'était le cas d'usage vraiment topologie réseau et forte latence entre deux sites. C'est quelque chose qui est inévitable dans certains cas. L'autre cas d'usage le plus fréquent, c'est le fait de vouloir parler avec plusieurs versions. Si vous ne le savez pas, la politique de compatibilité d'Elasticsearch, c'est qu'un index créé par Elasticsearch version N peut être lu uniquement par un autre cluster Elasticsearch version N ou version N+1. D'accord ? C'est-à-dire que si, le jour où vous allez upgrader la version N+2, il y a forcément besoin que vous ayez réindexé les données entre deux. Donc soit dans la version du coup N+1, soit au moment où vous passez à l'Elasticsearch N+2, c'est-à-dire qu'au lieu de démarrer le cluster avec le même répertoire data, vous démarrez un cluster N+2 vierge et vous réindexez les données dans ce cluster. Et souvent, ce qui se passe, notamment quand on a énormément de données, d'accord, si on commence à parler de teraoctets de données, vous n'allez pas avoir envie de passer une semaine à réindexer toutes vos données. Et une pratique qu'on recommande pour éviter ce problème, c'est d'utiliser le cross-cluster search avec des clusters qui ont plusieurs versions. Sachant qu'un cluster peut parler uniquement à un cluster qui a la version soit la majeure précédente, soit celle de supérieure. D'accord ? Il ne peut pas y avoir deux versions majeures d'écart. Et du coup, dans ce cas-là, on est capable d'avoir un Kibana qui parle à un cluster Elasticsearch version 6.7, qui lui-même est capable de parler à la fois à un cluster Elasticsearch 7.x ou un cluster 5.6. Donc dans le cas où vous avez des données journalières, on va dire, vous avez peut-être tous vos index d'il y a 2 semaines ou plus dans la version 5.6, on va oublier le cluster 7x pour l'instant, et tous vos index plus récents dans la version 6.7, chaque jour passe, et au fur et à mesure que les jours passent, en fait, vos vieux index de la 5.6 vont être supprimés au fur et à mesure, d'accord ? Chaque jour, il y a un nouvel index qui est supprimé, et chaque jour, il y a un nouvel index qui est supprimé dans la 6.7,
Ce qui veut dire qu'au bout, par exemple, si vous avez une période de rétention de 30 jours, au bout de 30 jours, vous n'avez plus aucun index dans la version 5.6, vous pouvez upgrader à la version 6.7 et à aucun moment, vous avez eu besoin de réindexer vos données. D'accord ? Vous allez toujours garder les données dans le cluster initial dans lequel elles ont été indexées. Ouais. Alors si Kibana parle à un Elasticsearch 6.7, c'est qu'il est aussi en version 6.7. Ouais. Je crois que c'est la dernière slide. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette fonctionnalité ? Ouais. Et ben ça va dépendre de la latence du réseau en fait entre tes différents clusters. C'est là où c'est différent. Là où le cross-cluster search est différent par rapport à avoir plusieurs nodes dans le même cluster, c'est qu'ils n'ont pas besoin de se parler en permanence. Tu fais une requête comme ça, en général, la plupart des requêtes, elles ont une ou deux phases. Si tu fais que des agrégations, tu as le nœud coordinateur qui va envoyer une requête à chaque shard, il va récupérer la réponse, les fusionner, il envoie la réponse au client, il a besoin de parler qu'une seule fois aux autres nœuds. Tu fais une requête un petit peu plus à peine plus évoluée, où tu as besoin de récupérer les top hits, tu as une première requête où il te ramène les top hits en donnant uniquement les identifiants, une deuxième passe où il va récupérer les documents sources pour chacun des hits qui est vraiment dans ton top K, top 10, top 100, peu importe. Après, c'est fini. Et du coup, là, il a juste parlé deux fois, en fait, avec un autre nœud du cluster. Ça n'a rien à voir par rapport à avoir plusieurs nœuds dans le même cluster, où là, ils ont besoin de parler potentiellement plusieurs fois par seconde. Quand tu as une mise à jour de la cluster state, il y a besoin de s'assurer que la cluster state est bien répliquée sur un quorum des nœuds pour s'assurer qu'elle ait bien été appliquée, etc. Donc, en appliquant ce problème uniquement finalement au problème du search et pas du tout à la coordination du cluster et au fait que les nœuds ont besoin de savoir qu'ils sont toujours disponibles et toujours là, ça évite complètement le problème d'avoir un cluster qui est distribué sur plusieurs sites. Et on imagine, même tu as un gros problème de latence, ce qui va se passer en fait, c'est que dans la réponse, tu as un problème de latence qui fait que ta requête ne termine jamais même. Tu vas avoir peut-être un timeout, quelque chose comme ça, et dans la réponse, ça va être juste te dire, il y a tous ces shards que je voulais interroger, mais j'ai pas eu la réponse parce qu'ils n'ont jamais répondu. Par rapport à si tu avais les nœuds dans le même cluster, où là potentiellement tu auras un split brain avec deux parties du cluster qui peuvent pas se parler, une partie qui passe un read-only, et ce qui est quelque chose de beaucoup plus contraignant à administrer. Ça répond à ta question. Donc la réplication intercluster, donc là encore une fois, donc là c'est un problème qui n'est pas géré uniquement au moment du search, mais au niveau des données. C'est-à-dire qu'on a des données dans un cluster et on veut s'assurer qu'elles soient répliquées dans d'autres clusters. Le cas d'usage typique, c'est on a un site qui va crasher complètement. On imagine un truc vraiment grave, un incendie. On veut s'assurer, les disques sont détruits, on veut s'assurer que les données sont toujours disponibles quelque part, et si possible une version des données récente, d'accord ? Par rapport à un snapshot qu'on pourrait faire toutes les heures, là on veut vraiment que ça soit plus dans l'ordre de grandeur de la seconde. Et l'autre cas d'usage, c'est potentiellement, on a besoin de chercher avec une latence faible, du coup on veut que les données soient dans le cluster le plus proche de soi, d'accord ? Donc si on est à New York, on n'a pas envie, si on est à New York et qu'on a envie d'interroger l'index sur les ventes qui sont faites UK, on n'a pas envie d'avoir besoin d'interroger le cluster londonien. On a envie d'interroger le cluster local. Et c'est dans ce genre de cas qu'on va avoir envie de faire du cross-cluster replication. Donc dans cet exemple-là, il y a un index qui s'appelle London Sales, qui est écrit au niveau du cluster londonien, mais qui va être répliqué à la fois dans le cluster du coup américain et japonais. Et potentiellement, on peut avoir ça qui se passe dans plusieurs sens, c'est-à-dire qu'on peut avoir la même chose qui se passe avec les ventes côté New York qui sont répliquées dans le cluster londonien et de Tokyo, les ventes de Tokyo qui sont répliquées à Londres et New York, etc. Ce qui fait que chaque cluster a l'intégralité des données en local, mais qu'au niveau de l'endroit où on pousse les données, on pousse toujours dans le cluster le plus proche de soi. Et dans Kibana, on a une super UI pour configurer tout ça comme il faut. Est-ce qu'on est obligé d'avoir la même version ? C'est une bonne question. Je dirais que c'est la règle habituelle qui s'applique, c'est-à-dire que si tu as besoin, donc soit la même version majeure, soit la version majeure, soit une version majeure et la dernière mineure de la version majeure précédente.
vu que le protocole qui s'applique, c'est le transport et que c'est la règle de compatibilité pour le transport. Oui, si tu vas avoir les données dans 2 clusters différents, c'est une solution qui marche. Sachant que le modèle de réplication, ça va être du pool, d'accord? C'est-à-dire que on a un follower, c'est lui qui va aller chercher les données dans l'index original. Et du coup, la façon dont ça fonctionne, si je peux expliquer rapidement, c'est que l'index local, celui que vous écrivez, tous les derniers changements qui sont apportés à l'index, il va s'assurer de les garder, pas supprimer. C'est-à-dire que même si vous supprimez un document, je ne sais pas si vous savez, quand vous supprimez un document dans Lucene, initialement, il est juste marqué comme supprimé, et après, ça va être les merges qui vont être faits en arrière-plan, qui vont au fur et à mesure du temps effacer ces documents supprimés du disque. Pour cette fonctionnalité, ce qui se passe, c'est qu'on a un mécanisme de soft deletes. Le mécanisme des soft deletes, il est utile parce qu'il permet de dire au merge, toutes ces soft deletes, tu les supprimes uniquement si elles matchent ce critère, sinon tu les gardes. Et du coup, après, c'est un mécanisme dont on se resserre pour la cross-cluster replication en disant, moi je suis l'index maître et j'ai des followers qui me suivent. Tous mes followers, je sais qu'ils ont les, je sais pas, 1000 derniers changements. Pardon, ils ont tous les changements jusqu'au 1000e dernier changement. Du coup, tous les changements qui ont été faits avant, s'il y a des suppressions, tu peux les virer du disque et récupérer l'espace disque. Par contre, tout ce qui est au-dessus, même si tu es amené à faire un merge, j'ai besoin que tu gardes les deletes. Parce que potentiellement, ils vont être demandés plus tard. Et après, régulièrement, les followers qui font un pool à cet index, ils vont dire j'ai récupéré les données jusqu'à tel point. Du coup, tu peux déplacer ton curseur, ce qui permet à nouveau de supprimer un certain nombre de documents qu'on avait potentiellement gardés, si on a fait des updates ou des deletes, qu'on avait potentiellement gardés sur le disque pour être sûr de pouvoir répliquer des données jusqu'à un follower. Et dans le cas le plus extrême, où on a un problème, une perte de connectivité assez longue, ou alors un crash d'un follower, le follower peut être amené à recopier une certaine partie des données. Donc là, on parle de segments entiers, ou dans le pire des cas, si on a perdu complètement les données, il va recopier l'intégralité de l'index au niveau des fichiers. Mais ça, dans la plupart des cas, c'est quelque chose qui n'arrive jamais. Il faut vraiment qu'il y ait un problème, une perte de connectivité très, très longue, ce qui fait qu'on arrive à un stade où le maître va se dire non, là, j'arrive à un moment où tu me demandes d'accumuler trop de changements, ça fait trop longtemps que tu ne m'as pas dit que tu avais fait des progrès, je suis obligé de prendre la décision de passer à la suite, tant pis. La prochaine fois que tu viendras me demander des changements, je serai obligé de t'envoyer des fichiers entiers. Un inconvénient, c'est que bien évidemment, on ne peut pas écrire dans les index qui sont des followers, d'accord ? Parce que toutes leurs écritures sont faites dans l'index qu'ils essaient de suivre. Sinon, on pourrait avoir des conflits, commencerait à diverger et on n'a pas de solution pour résoudre les conflits. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus ? Oui, on peut les lire, c'est l'intérêt même, ouais. Heureusement. On peut les lire. J'ai une question, est-ce qu'on peut avoir certains index qui sont en écriture sur un nœud, et d'autres index en écriture sur un autre cluster, et puis avoir de la... On peut. Ouais, c'est ça. C'est cet exemple-là, en fait. Ouais, c'est-à-dire qu'on a l'index London Sales qui est écrit côté London, l'index New York Sales qui est écrit côté New York, mais qui est aussi répliqué côté London, et vice-versa pour l'index London Sales qui est répliqué côté New York. Pardon, je crois que j'ai dit New York, lui, London avant, mais vous m'avez compris, j'espère. Du coup, on passe aux frozen indices. Alors, il y a une magnifique slide à animer. Hop. Tiens, petit quiz. C'est quoi le facteur de performance le plus important quand vous démarrez un cluster Elasticsearch et vous voulez être sûr d'avoir des bonnes performances en indexation et en search? La réponse, c'est un des 3 mots de cette slide. C'est exactement celui-là, c'est celui qui est vide. C'est ce qu'on appelle le fast cache. Alors ça, c'est une erreur qui est faite par pas mal de débutants, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on a récupéré un super nœud, je ne sais pas moi, il a 64 gigas. Et alors, bon, il y a des conditions. Pour simplifier, on va dire il a 32 gigas. J'ai un super nœud de 32 gigas de mémoire. J'ai récupéré. J'ai envie de mettre un Elasticsearch dessus et je veux avoir les meilleures performances possibles. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, souvent, ce qu'on a pu observer par le passé, c'est que du coup, les gens vont se dire
logique, je vais lui donner le plus de mémoire possible, d'accord? Comme ça, il aura plus de capacité. Et on ne peut pas leur en vouloir parce que c'est vrai que ça paraît naturel. Sauf qu'en fait, ça ignore une façon dont fonctionnent les systèmes d'exploitation, qui est que vous avez la mémoire qui est allouée au process, et on imagine le cas simple où la mémoire de ces process reste en mémoire physique, d'accord? Et bien, toute la mémoire qui ne va pas être utilisée, ça ne va pas être de la mémoire perdue, ça va être de la mémoire qui va être utilisée pour cacher les accès disques. Et à la fois en écriture et en lecture. C'est-à-dire que vous commencez, si vous écrivez un fichier, d'accord, vous utilisez, je ne sais pas, vous ouvrez Emacs ou VI, celui que vous préférez, vous commencez à écrire un fichier, vous le sauvegardez. La plupart du temps, il ne va pas avoir été écrit vraiment sur disque, il va être encore uniquement dans le fast cache. Et après, le système d'exploitation, il a un mécanisme qui dit que les données dans le fast cache n'ont pas le droit d'y vivre plus d'un certain temps, etc., pour éviter le cas où vous avez un fichier que vous étiez en train d'écrire et que vous avez fini par perdre. Mais bref, c'est un des facteurs les plus importants en écriture et du coup aussi en lecture. Parce que toute cette mémoire utilisée, en fait, toute cette mémoire non utilisée, pardon, elle va être utilisée pour cacher les derniers endroits du disque qui ont été lus. Et la structure des... Alors c'est intéressant parce que la structure des index Lucene notamment, vous allez avoir un index inversé stocké en parallèle de vos données originales. Sauf que les données originales, ce champ source qu'on vous renvoie quand on vous renvoie les top hits, c'est assez gros, et au final, c'est très rarement lu. On imagine, vous demandez les top 10 documents, on va juste aller lire 10 pauvres documents sources dans ce grand fichier qui fait potentiellement plusieurs gigas. D'accord ? Mais à côté de ça, on a l'index qui est plus petit. L'ordre de grandeur, souvent, c'est à peu près 30% de la taille des données originales. Et évidemment, ça dépend de la façon dont vous indexez, du type de données que vous avez, de la cardinalité des gens, etc. Mais souvent, c'est plus petit. Et du coup, on va pouvoir avoir toutes ces données-là, ou une bonne partie de ces données-là, qui va rentrer complètement dans le cache file system. Et si c'est une propriété qui est respectée pour vos index, ça veut dire que vous allez avoir des super perfs. Parce que les seuls moments où vous allez avoir des page faults, au moment où vous allez lancer votre search, c'est quand vous allez chercher les 10 documents. On imagine que vous avez 3 nœuds, vous cherchez les top 10, vous avez juste à faire 10 divisé par 3, environ 3,3 accès random sur vos disques. C'est super. Et ça, c'est d'autant plus vrai que vous avez un disque qui est lent, d'accord ? Si vous avez un SSD, si vous donnez trop de mémoire au heap, vous allez le ressentir, mais pas trop. Si vous avez un spinning disk plus standard, là par contre, ça va se ressentir beaucoup plus fort. Du coup, la recommandation en termes de heap à donner à Elasticsearch, c'est de donner le moins de heap possible, qui permet quand même à votre cluster d'être stable. Alors c'est là que ça devient compliqué, parce que c'est-à-dire que faut que vous ayez un monitoring assez avancé de Elasticsearch, que vous puissiez constater l'utilisation mémoire dont il a vraiment besoin et d'être capable de réagir. C'est-à-dire que si vous commencez à augmenter le nombre d'index que vous avez dans votre cluster, potentiellement vous allez avoir besoin d'augmenter votre heap pour garder un cluster stable. Bon, bref, je m'égare un peu, parce que ce dont on voulait parler en fait, c'est pour une quantité de données données, quelle est la quantité de heap dont on a besoin. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'on a Donc en fait, ce que ça cherche à modéliser, c'est que le ratio entre l'espace mémoire utilisé et l'espace disque utilisé, souvent ce qu'on voit chez pas mal de clients, c'est un ordre de grandeur de 1%, entre 1 pour 1000 et 1%. D'accord ? Si on charge vraiment le minimum mémoire qui est nécessaire pour un index. Si vous avez besoin de faire quelque chose qui est encore plus poussé pour vraiment une densité de données importante, vous allez avoir envie d'utiliser des frozen indices, où l'intérêt c'est que vous allez pouvoir avoir beaucoup plus de données avec une utilisation mémoire qui va être plus faible. Alors les frozen indices, c'est un principe assez simple au final, qui est que les index, ils ne vont pas être ouverts en permanence, comme un index normal, ils vont être ouverts à la demande. Un index a besoin d'être ouvert parce que on a beau stocker la majorité de l'index sur disque, on a besoin d'avoir des petites structures de données en mémoire pour savoir exactement, quand on cherche une donnée, à quel endroit du fichier est-ce qu'il faut aller la chercher. D'accord ? Et avec les frozen indices, du coup, ça vous permet de pousser toute cette mémoire sur disque aussi, puisqu'on ne va pas garder les index ouverts en permanence. Alors par contre, ça a des inconvénients, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez vouloir chercher ces frozen indices, il va falloir les ouvrir, et ça a un coût. D'accord ? Il y a besoin de lire un certain nombre de données pour les charger en mémoire. Et l'autre coût, c'est que vu que le cas d'usage des frozen indices, c'est vraiment d'avoir une densité de données importante et d'éviter de crasher des clusters à cause de la quantité de données, par défaut, on restreint le nombre de threads qui peuvent être utilisés par nœud pour chercher des frozen indices à un seul. Donc si vous mettez à chercher 10 frozen indices sur un même nœud, ils vont être cherchés complètement séquentiellement. Le but, c'est vraiment de limiter l'utilisation des ressources
sur ce nœud. Alors, hop. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Index Lifecycle Management, donc je crois que Laurent en a déjà parlé. C'est quelque chose qui se faisait déjà auparavant avec Elasticsearch, mais avec un outil externe que vous avez peut-être déjà utilisé qui s'appelle Curator. Et l'idée d'Index Lifecycle Management, ça a vraiment été de déplacer cette fonctionnalité à l'intérieur de la stack, et plus particulièrement dans Elasticsearch, parce que c'est là que ça a le plus de sens. Donc, si vous avez des index journaliers ou par semaine, etc., vous êtes sûrement familier avec cette architecture. Vous avez des nœuds hot qui vont être ceux qui vont être utilisés pour les données d'aujourd'hui, qui sont typiquement avec des SSD, qui sont les seuls nœuds qui vont recevoir des écritures et qui vont avoir des requêtes assez rapides grâce à leur bon disque, qu'après vous avez potentiellement envie de déplacer vers des nœuds qu'on appelle warm, où là, c'est finalement plus tellement la vitesse qui compte, mais le coût de stockage des données. Donc souvent, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire des shrinks pour fusionner tous vos shards en un seul, potentiellement un force merge pour utiliser moins d'espace disque. Et après, au fur et à mesure du temps, les données vont à nouveau se déplacer vers des nœuds cold, où là, vous allez peut-être avoir envie d'utiliser des frozen indices pour pousser encore plus loin cette densité de données, cette capacité à stocker énormément de données avec peu de ressources. Avec une magnifique animation. C'est comme CCR, il y a une UI dans Kibana qui vous permet de configurer ça. C'est assez simple. C'est assez flexible. D'accord, vous pouvez définir une politique de gestion de vos index. C'est-à-dire, après un certain temps, on va changer les règles d'allocation pour que les index passent d'un nœud de type hot à un nœud de type warm. Vous pouvez faire des shrinks, des force merge, etc. Ouais. C'est une très bonne question. Je ne sais pas. Eh bien, vérifier. Je sais que c'est dans la version actuelle, mais je ne sais pas dans laquelle ça a été introduit. En tout cas, c'est en 7.2, c'est sûr. On passe à la suite? Est-ce qu'il y a une autre question? C'est bientôt fini, rassurez-vous. Oui, je suis déjà trop lent, bon, on va accélérer. Nanosecond timestamp, ça c'est une feature request qui a été faite il y a très longtemps. Je crois que c'était à peu près quand j'ai commencé. C'est la possibilité de stocker des timestamps avec une granularité qui va jusqu'à la nanoseconde, sachant que par défaut, ce qu'on supportait jusqu'à maintenant, c'était uniquement la milliseconde. Et alors ça, c'est utile parce que du coup, quand on lit des logs, on a envie de les lire dans l'ordre. Et du coup, si on a deux logs qui ont été émis à la même milliseconde, qu'on demande à Elasticsearch de les trier par temps, et il ne saura pas lequel mettre avant l'autre. Voilà, donc on a un nouveau champ qui s'appelle Date Nano. Il y a quelque chose sur lequel on travaille en ce moment, c'est la compatibilité. Alors, c'est pas encore complètement fini en termes d'intégration dans le reste de la stack. Il y a quelque chose sur lequel on est en train de travailler actuellement, c'est comment est-ce qu'on peut permettre à des index. Vous avez des index journaliers, la même architecture qu'on décrivait avant, hot, warm, cold. Vous avez vos vieux index qui utilisent le champ date parce que c'est le seul qui était disponible. Vous avez envie d'utiliser date nano sur les nouveaux. Comment est-ce que ça fonctionne? Donc ça, c'est quelque chose qui devrait venir très bientôt. Et voilà, est-ce qu'il y a des questions? Vas-y. C'est quoi l'intérêt quand on passe un index en warm? D'avoir plusieurs index en hot, sachant que quand on les passe en warm, en fait, le principe c'est qu'on écrit dessus, c'est ça? Ouais. Donc, quel est l'intérêt d'avoir plusieurs index en hot, en fait? Parce que là, actuellement, le LLM permet d'avoir plusieurs index en hot. Ouais. Quel est l'intérêt quand on passe un de ces index-là? Alors, en général, la différence entre les hot nodes et les warm nodes, c'est le type de disque. Souvent, tu as des SSD sur les hot nodes. Et du coup, si tu penses que tu as beaucoup de chances d'interroger au moment du search l'index, par exemple, non pas d'aujourd'hui, mais d'hier,
tu vas peut-être vouloir le garder sur un autre node pour avoir des bonnes performances de search. On est quand même sur une meilleure performance en recherche sur du hot que sur du warm. Alors en fait, ça dépend de toi, parce que c'est toi qui définis en fait ce que c'est un nœud hot et un nœud warm. Si Ça dépend de ton budget, en fait. Si tu es prêt à acheter beaucoup de disques, à l'origine, le hot il n'y avait que des nœuds hot, c'est-à-dire que du disque SSD. C'est juste que l'architecture hotwarm a été mise en place pour t'autoriser à mettre des données que potentiellement t'interroges moins souvent sur des machines qui coûtent moins cher. J'allais dire, basiquement, c'est la raison d'être, entre guillemets, du hotwarm. ouais. Et si tu veux, c'est exactement ce que vient de dire Adrien, dans le sens où si tu as besoin d'interroger très souvent l'index d'hier, bah, tu gardes tes index sur le hot si tu as les moyens de t'offrir le disque SSD qui va bien. En gros, tu as deux possibilités. Le plus courant, c'est tu as des nœuds plus puissants pour tes index hot. La deuxième possibilité, c'est tu as le même type de nœud, mais tu vas t'assurer d'avoir beaucoup moins d'index sur tes nœuds hot pour qu'ils aient plus de ressources disponibles. On parlait du file-system cache. Si tu as un nœud avec un seul index et un autre nœud avec 10 index, c'est-à-dire que proportionnellement, le nœud où il y a un seul index, il a 10 fois plus de file-system cache disponible pour lui. Donc parfois, ça peut avoir du sens aussi avec le même hardware, mais de façon générale, c'est toujours la même idée, c'est-à-dire que tu as des nœuds hot qui vont permettre d'avoir des meilleures performances en écriture, et c'est pour ça qu'en général, la plupart des utilisateurs ont uniquement l'index d'aujourd'hui sur des nœuds hot, mais aussi en lecture, et c'est la raison qui peut pousser certains utilisateurs à avoir aussi l'index d'hier et peut-être d'avant-hier aussi sur des nœuds type hot. Alors, on est déjà en retard, mais vous inquiétez pas, on arrive à la fin. Full text search. Ah oui, alors, je vais passer rapidement là-dessus, mais il y a eu des optimisations intéressantes récemment qui s'appellent index prefixes et index phrases, qui font exactement ce que le nom décrit, c'est-à-dire qu'en plus d'indexer le texte normal, ça va aussi indexer pour chaque token un certain nombre de préfixes, pas tous, parce que sinon on a des problèmes d'utilisation disque, et quand un index phrase est activé, aussi un certain nombre de ce qu'on appelle les 2 grammes, c'est-à-dire les concaténations de toutes les paires de mots qui suivent. Donc là, par exemple, ça c'est ce qui sera indexé si jamais le contenu était The quick brown fox jumped over the lazy dog. D'accord ? On indexe toutes les suites de tokens, et alors l'intérêt c'est qu'après on peut utiliser cette information pour faire des requêtes. Et du coup, par défaut, je crois que pour les préfixes, on indexe tous les préfixes de longueur entre 2 et 5, quelque chose comme ça. Ce qui fait que, côté recherche, après, si on reçoit une préfixe query, on regarde, il y a 2 cas. Soit le préfixe de la query est supérieur à 5, et dans ce cas, on n'a pas indexé les données qu'il faut, on lance une préfixe query normale, qui va aller voir tous les termes qui commencent par ce préfixe et fusionner le résultat. Soit on a un préfixe qui est plus court que ça, et dans ce cas-là, on se dit « Ah, c'est intéressant, c'est un préfixe que j'ai dû indexer, et du coup, plutôt que d'exécuter cette requête comme une préfixe query, qui est coûteuse, je vais pouvoir l'exécuter comme une term query. » Et le raisonnement derrière le fait de se dire qu'on peut s'arrêter à 5 et tout ira bien, c'est que le coût d'une requête de type préfixe dépend du nombre de termes qui matchent ce préfixe qui sont dans l'index. Donc, quand le préfixe devient plus long, en général, il y a moins de termes qui matchent, mécaniquement, et du coup, en général, il y a un juste milieu qu'on peut trouver qui permet d'avoir une bonne performance au niveau du search, sans trop impacter l'utilisation disque. Et index phrases, c'est pareil, c'est-à-dire que si vous faites une phrase query, vous cherchez tous les documents qui contiennent brown suivi par fox, et bien en fait, plutôt que de faire une requête de type phrase qui est coûteuse parce qu'elle a besoin de lire les positions, vous pouvez directement exécuter. Tout ça, ça se passe en interne. Hein. Côté utilisateur, c'est complètement abstrait. Mais en interne, vous allez envoyer une requête qui est vraiment une requête de type term sur brown_fox. Voilà. Donc si vous faites ce type de requête, ça va être automatiquement utilisé, ces champs-là. Donc les intervals, ça c'est le remplacement des spans. Je ne sais pas si vous êtes familier avec les spans. C'est la capacité de dire, par exemple, je veux trouver toutes les occurrences de quick, puis quelque chose, puis fox, et de lazy dog, qui sont à 5 termes d'intervalle ou moins. Ouais. Vas-y. Ouais, l'idée c'est les n-grammes. Alors la question de Laurent, pour répéter pour la vidéo, c'est est-ce qu'on a encore besoin des n-grammes et des shingles? Et la réponse, c'est on espère que non. Le but, c'est vraiment de les rendre inutiles.
C'est possible de faire les optimisations que je viens d'écrire, c'était possible de les faire manuellement avant, mais c'était vraiment compliqué, notamment ce que j'ai décrit avec le fait que si le préfixe est supérieur à 5, dans ce cas, on lance une requête préfixe normale, et sinon, on utilise l'optimisation interne qui est de faire une term query sur le préfixe qu'on a déjà indexé. C'est quelque chose qui était extrêmement difficile à faire bien, de façon au-dessus d'Elasticsearch plutôt qu'à l'intérieur. Du coup, c'est une fonctionnalité qu'on a voulu pousser à l'intérieur d'Elasticsearch pour la rendre plus facile à utiliser, et en effet, il n'y a plus vraiment de cas d'usage pour les shingle filters et n-gram filters, ou plutôt edge n-gram filter après ça. Pour ceux qui savent ce que c'est, on peut en parler un peu après s'il y en a qui sont intéressés. Donc là, ce que je viens d'écrire, c'est les intervals, et on a fini. J'espère que ce n'était pas trop ennuyeux. Si vous avez des questions, elles seront les bienvenues. Ouais. Bah, du coup, on va arrêter. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout.